Et comme en notre habitude, interrogation. Mali, accord d'Alger, la surenchère de la CMA, nous nous interrogeons. Mali, accord d'Alger, la surenchère de la CMA, nous nous interrogeons ce matin. Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV et c'est Paroles panafricanistes qui prend son envol. Dans une lettre de son président Al-Gabas Ag Intala envoyée le samedi 10 décembre dernier au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamra, et rendu public dimanche, la coordination des mouvements de l'Azawad accuse la mise en œuvre de l'accord signé en 2015 d'être au point mort. À peine Catherine Colonna a quitté le sol ivoirien que la coordination des mouvements de l'Azawad fait une sortie tonitruante. Dans sa lettre, la coalition demande qu'une réunion se tienne avec l'ensemble de la médiation internationale au plus vite et dans un lieu neutre. L'objet de cette rencontre, l'examen décisif de la viabilité de l'accord d'Alger. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et qui a donc poussé aujourd'hui la CMA de sortir de son trou? Si la France connaît où se trouvent justement les terroristes, pourquoi continue-t-elle, il faut le dire ainsi, à allumer un feu dans un pays qu'elle a perdu? Pour cette coalition, 7 ans après sa signature, déplore un manque évident d'engagement de la part des principales parties, soit selon la coalition, les gouvernements successifs du Mali, la médiation algérienne, la communauté internationale. La CMA estime que ces acteurs sont les garants de la mise en œuvre de l'accord d'Alger et leur rappelle qu'il faut intervenir pour éviter la rupture définitive. Mais une question, la rupture définitive avec qui et pourquoi? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, accord d'Alger, la surenchère de la CMA, c'est notre interrogation du jour. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome ce matin encore. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslingos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à toute la grande famille Panafricaniste TV, bonjour à notre vaillante diaspora, à qui nous ne cessons jamais de dire merci pour les efforts, pour le soutien, mais surtout pour aussi les critiques qui sont faites à cette œuvre énorme. Rien de grand ne se fait sans critique et nous sommes ouverts à toute forme de critique et nous leur disons que les critiques sont les bienvenues, mais que ce soit des critiques positives et non une espèce de raillerie à ce sacrifice, cette espèce de sacerdoce que nous avons fait de nôtre, ce combat, pour continuer à aller de l'avant et à permettre une prise de conscience effective de l'Afrique en général, de notre jeunesse africaine en particulier, celle qui sera dont les attitudes seront déterminantes pour la suite de ce combat. Vous le savez pertinemment autant que moi, parce que le monde bouge. Ça va à une vitesse éclair ailleurs. On a l'impression qu'il n'y a que sur le continent africain que peut-être notre trop longue présence dans cette cage de fer dans laquelle nous avons été enfermés nous ont fait perdre le sens des réalités. Le sens des réalités et surtout au niveau de nos élites, au niveau de nos décideurs du moment, au niveau de nos pseudo-intellectuels, dont souvent certaines réactions, attitudes et comportements nous laissent complètement pantois. On se demande si nous sommes dans le même univers, dans le même espace, nous avons les mêmes réalités, les mêmes situations de cauchemar qui nous empêchent de dormir parce que notre peuple souffre, parce que notre peuple est dans la misère, parce que notre peuple est dans l'ignorance, parce que notre peuple baigne dans l'obscurantisme. Il faut mettre fin à cela. Et je pense que c'est l'une des missions civilisatrices de Panafricanist TV. Merci pour cette invitation. N'oubliez pas également ce conseil sage de ce panafricaniste, de ce UPCiste, de cet UPCiste que vous avez dit que c'est pour eux aussi
que nous nous battions. Il faut bien comprendre cela. Mais j'aime aussi dire à ceux-là qui passent le temps à la critique que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne réussiras jamais à échapper à la calomnie. Alors, allez savoir. Mali, accord d'Alger, la surenchère de la CMA. Nous nous interrogeons ce matin. Patient Parfum d'Homme, le 10 décembre dernier, on n'avait plus entendu parler de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Mais ce 10 décembre, comme par un coup de bâton magique, eh bien, ils ont fait une sortie en revenant justement sur les accords d'Alger 8 ans après. Pour eux, il faut à tout prix une réunion d'urgence. Mais cela s'est déroulé quelques heures seulement lorsque Catherine Colonna a quitté le sol ivoirien. Mais ça s'explique. Ça s'explique. On essaie de réactiver les cellules dormantes. On essaie de réactiver une diplomatie de caniveau. On essaie de réactiver l'ensemble de la machine de la barbouzerie française dans cet espace pour freiner la marche en avant du peuple libre de Mali, la marche en avant du peuple libre d'Afrique vers des destins meilleurs, vers des horizons radieux. Oui. Donc, à la limite, quand je le dis, je comprends l'attitude, n'est-ce pas, de la France et de tous les supplétifs locaux. Mais, une fois de plus, je mets le mais en avant pour dire que c'est là où je suis complètement... Je suis étonné de ne pas comprendre que la France ne comprenne pas que non, c'est terminé. Les années 50, c'est révolu. Nous sommes dans une nouvelle dynamique qui sera irréversible. Au lieu d'aller à l'affrontement, au lieu de tenter de ramer à contre-courant de cette nouvelle donne et de cette nouvelle dynamique, je pense qu'elle gagnerait à mieux cerner ce nouveau déplacement de curseur et à s'inscrire dans cette logique d'une redéfinition d'un partenariat gagnant-gagnant, oui, que de jouer les Cassandres et essayer de ne pas comprendre le sens de l'histoire. On aura beau agiter, on aura beau réactionner, n'est-ce pas? Ces ploucs, n'est-ce pas, de ce mouvement de l'Azawad, les faits sont têtus et les données sont là. On ne reviendra plus aux accords d'Alger. C'est terminé. On ne reviendra plus aux accords d'Alger. S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Même à ce prétendu mouvement d'Azawad. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je suis encore d'accord avec le gouvernement malien de redéfinir les thèmes de la négociation, mais d'avoir toujours la main tendue avec ses frères du Nord, qui sont en réalité un peu grugés aujourd'hui par cette France en perte de vitesse, qui essaie de les instrumentaliser pour ne pas permettre, n'est-ce pas, l'accélération du mouvement de cette marche en avant, pour la liberté, pour l'indépendance, pour la souveraineté de Mali. Ils seront les premiers gagnants de cette nouvelle redéfinition du contexte politique malien. Parce que moi, je pensais qu'ils seraient au moins en train de se dire, dans ce nouveau paysage qui se construit sur nos yeux, nous pouvons peut-être mettre en avant la question d'une autonomie. Mais une autonomie pas démesurée, mais une zone autonome à qui on pourra conférer un certain nombre de prérogatives dans la gestion sociale de cet espace. Mais vouloir revenir à des accords qui portent en eux les gemmes de la partition du Mali, cela n'est plus possible. Cela n'est plus possible, si je suis gosse. Donc, bon, malheureusement pour eux, cette instrumentalisation de Paris, elle ne se fait pas comme ça, de manière, j'allais dire, libre. Oui, c'est par le biais des billes sonnantes et trébuchantes qui sont dans la poche de certains soit prétendus leaders de l'Azawad, oui, qui expliquent cet entêtement, qui expliquent cette tentative de rétropédalage de la volonté générale du peuple malien d'aller l'avant dans le sens de la conquête de sa souveraineté, qui s'exprime à travers ces fausses initiatives qui n'auront pas de lendemain. Donc, c'est eux qui sont en train de se mettre dans des situations assez compliquées, et parce que
non seulement leur initiative ne peut pas prospérer, mais c'est là où c'est dangereux. Quand ils mourront vraiment définitivement. Oui. Il y a des gens qui doivent comprendre qu'il est mieux de vivre après sa mort. Or, pour vivre après sa mort physique, c'est contribuer de son laps court, infime, temps de passage sur cette terre, à être au service de l'autre pour marquer les générations futures de l'œuvre qui aurait été le vôtre dans la construction d'un monde de paix, d'un monde de liberté. Alors, j'aime blaguer souvent avec mes enfants quand ils m'enquiquinent, je leur dis, mais vous savez, si je vous dis qu'il était Kasavubu, vous pouvez vous imaginer qui c'était? Ah non, papa. Si je vous dis qu'il était Moïse Tchombe, ça vous dit quelque chose? Non, papa. Alors si je vous dis Lumumba, ah oui, 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 oui. Le grand patrice Emery Lumumba. Vous voyez, c'est ça les grands hommes. Ils venaient toujours de marquer de leur empreinte indélébile l'espace, le temps et le milieu dans lequel ils se sont donnés corps et âme, ils sont sacrifiés pour donner la possibilité aux générations futures de pouvoir rêver de monde meilleur. Et malheureusement, c'est ce que j'ai l'impression que nos frères du nord du Mali, qui se baladent à Kidal, dans l'enclave de ce qu'ils appellent la Zawad. Vous savez, même ici au Cameroun, les gens appellent l'Ambazonie, comme si c'était une réalité qui existe, alors que c'est une réalité qui n'existe qu'à travers Facebook et les propres cerveaux. Donc, il faut être lucide. La lucidité commande de toujours procéder par l'analyse concrète de la situation concrète. Oui. Aucun peuple n'est venu faire le bonheur d'un autre peuple. Ça se voit à travers l'histoire. Ou vous réussissez, à travers vos dynamiques, vos déterminations, à fonder un espace qui convienne à vos aspirations, ou alors vous allez vivre dans le rêve de quelqu'un d'autre. Patient Parfum d'Homme, une question cependant. Les personnes faisant partie de la coordination d'un mouvement de l'Azawad sont-elles des Maliens? Si on remonte à l'histoire dans cette affaire, on vous dit, si vous écoutez le Premier ministre Choguel Maïga, que déjà, au début du XXe siècle, je crois 1901, il y avait des accords entre la France et les gens de cette région-là, mais qui intègrent, comme ce sont des peuples nomades, qui sont des gens qui se déplacent permanemment tout le long du Sahel, en disant, nous allons vous donner un espace qui sera votre État, mais à condition que des espèces d'accords qui ressemblent fort bien à ces prétendus accords de coopération, avec pour socle le Code noir, vous soient appliqués. Alors, avec la chute de Guy Libyen, il y avait des forces armées Touareg, parce que Muammar Kadhafi avait réussi par la question d'une diplomatie de soft power à contenir les velléités, n'est-ce pas, j'allais dire guerrières de certains groupuscules. C'est dans ce sens qu'il avait réussi à domestiquer quelques Touaregs qui étaient des bouts en train, qui voulaient faire le coup de feu et au Niger et au Mali. Il leur a dit, ça ne sert à rien, d'autant plus que vous allez perdre vos vues, mais je peux faire de vous mes franchisés et en vous donnant tout ce que vous avez besoin pour vivre mieux. Alors, la France a donc négocié avec ces groupes armés. Quand l'opération de la destruction, la Jamaïra, avait été déclenchée. Et il leur a dit, laissez-nous faire, ne vous impliquez pas dans le combat. Et nous, n'est-ce pas, en compensation, nous allons revenir à l'ancien accord, je crois, de 1901, en faisant de l'Azawad, n'est-ce pas, un pays qui vous sera donné. Et c'est ça qui explique toute vous avez vu, n'est-ce pas, cette cohorte de gens qui descendaient de la Libye. Parce qu'on avait ouvert les arsenaux, l'arsenal libyen, ils se sont servis librement dans cet arsenal-là, et ils se retrouvaient avec un niveau d'armement qui était souvent supérieur à l'armement de l'armée malienne, qui, lui, était le parent pauvre, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire, dans cet espace. Donc, ils n'avaient pas de capacité, alors que la France était la France qui est la mère patrie. Et ils n'ont pas pu aider le Mali à constituer une véritable armée avec un niveau d'armement sur le plan logistique capable d'assumer ses fonctions régaliennes d'une armée, c'est-à-dire la protection des territoires. Donc, et c'était facile. Le Mali est très grand. C'est un pays qui a une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. Et ces gens-là sont descendus, ils se sont installés,
Et avec eux, tout ce que vous pouvez comprendre comme bandits, brigands, terroristes, n'est-ce pas, de tout ce que vous appelez armée, l'EIL, tous ces groupes venus, dont certains avaient la complicité de Paris. Je vous rappelle que les jeunes Tunisiens qui vont se former sont considérés comme les freedom fighters pour aller combattre Bachar al-Assad. Avec le fait que Bachar al-Assad se montre un peu plus robuste que ce qu'on avait pensé avec l'aide de la Russie, on redéploie ces jeunes djihadistes-là au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Et le recrutement était facile. Il y avait des convergences d'ordre idéologique. Il y avait de l'argent qui coulait à flot, venant de d'où nous savons. Il y avait des renseignements qui étaient donnés, de qui nous savons. Il y avait la logistique qui était donnée. Donc ces gens-là avaient donc la facilité de pouvoir domestiquer cet espace. Mais la hargne de la jeunesse malienne a mis en mal ce projet. On vous parle beaucoup de l'intervention française. On ne vous parle pas assez du sacrifice de la jeunesse malienne dans ces combats. C'est vrai, ils ont eu un coup de main à un moment donné par ce que je peux appeler les frères venus du Tchad, mais qui sont allés se battre dans les Efogas. Mais le sacrifice de la jeunesse malienne dans ce combat qui n'était pas à armes égales, parce que les terroristes venus du Mali avaient la logistique qu'il fallait, avaient les renseignements qu'il fallait, avaient les financements qu'il fallait, avaient l'encadrement qu'il fallait, alors que les autres, bien qu'étant dans leur pays, indépendants depuis les années 60, n'avaient pas un équipement militaire, une logistique, un niveau de renseignement, un niveau scientifique de recueil, de collecte, n'est-ce pas, des informations capables de les mettre à la hauteur des défis qui étaient de l'heure avec la destruction de la Jamaïria. Et je me souviens, le maréchal Idriss Déby, non, s'adressant à l'Occident, disait, attention, vous avez détruit la Libye, mais vous n'avez pas assuré le service après-vente. Et on a vu donc ces catastrophes qui s'est produite. Mais très rapidement, cet attelage fait de briques et de brocs sera débordé par des djihadistes. Là, nous avons tout ce qu'il y avait comme djihadistes dans cette région-là, qui va réussir à prendre le dessus sur les MNLA. On va défaire les armées de MNLA et prendre le pouvoir dans cet espace, avec la destruction des mausolées de Tombouctou, des choses comme ça, qui a commencé à éveiller le monde en disant, là, il y a un problème. Et nos brigands de cette prétendue communauté internationale autoproclamée sont donc venus en sapeurs, alors que c'est eux qui étaient les véritables pyromanes de l'affaire. Vous voyez, c'est là où vous voyez les jeunes Maliens sortir avec des drapeaux français, avec l'instrumentalisation de IBK, qui donne l'impression qu'enfin la France est venue sauver le Mali. Et pour justifier dans leur présence dans cet espace-là, et continuer leur sale besogne de, mettre la pression sur le Mali, essayer de lui tordre le cou en lui faisant signer des accords léonins. Et deuxièmement, en essayant de prouver à ces brigands de MNLA que c'est grâce à vous, à nous, que vous aurez cet espace. En contrepartie, vous devez nous céder un pan non négligeable de votre souveraineté par le biais de ce qui est dans votre sol et votre sous-sol. Voilà, brossé comme ça, en gros, le fond du problème. Dans sa lettre, justement, la coalition demande qu'une réunion se tienne avec l'ensemble de la médiation internationale le plus vite et dans un lieu neutre. L'objet de cette rencontre, l'examen décisif de la viabilité de l'accord d'Alger. Je vais prendre justement les propos parfois de la communauté dite internationale qui déclare qu'elle ne négocie pas avec les terroristes. Mais quand il s'agit du continent africain, il faut que les États discutent avec les terroristes. Reprenez un peu votre phrase là, parce que c'est très intéressant. Je le reprends. D'ailleurs, dans sa lettre, la coalition demande qu'une réunion se tienne avec l'ensemble de la médiation internationale. Au plus vite. Et dans un lieu neutre. L'objet, d'ailleurs, de cette rencontre, ils disent l'examen décisif de la viabilité de l'accord d'Alger. Voilà. Le thème qui m'intéresse, c'est la médiation internationale. La médiation internationale. Qu'est-ce qu'on met dans médiation internationale? C'est quoi la médiation internationale? Alors, médiation internationale, d'accord, nous sommes d'accord. Alors, nous allons appeler à la table de cette médiation l'Iran, la Corée du Nord et la Biélorussie. Et les Biélorusses, n'est-ce pas? C'est eux le groupe de la médiation internationale. Ce groupe va l'accepter?
Est-ce qu'ils vont accepter? Jamais, je vous dirais qu'ils ne vont jamais. Vous voyez les problèmes? Quand il parle de médiation internationale, ça veut dire c'est la France. Et la France qui va réputer autour de l'Union européenne ses amis. Donc quelqu'un est juge parti dans un problème. Et c'est ce qu'on appelle la médiation internationale. Nous sommes encore en plein. C'est-à-dire que les mots ici n'ont pas de sens. C'est ça le drame. Et c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. N'écoutez pas le médiation internationale, c'est quoi? C'est quoi? Ça signifie quoi? J'ai donné une possibilité d'une équipe de médiation internationale. Vont-ils accepter? La Corée du Nord, oui. La Biélorussie, l'Iran, oui, et peut-être la Russie. Non, laissons même la Russie, ils vont dire qu'il est de côté des belligérants. Ajoutons et le Nicaragua. Voilà les États que j'ai choisis pour faire cette médiation internationale. Ils sont neutres. Au moins, on ne va pas dire qu'ils sont partis prenants de conflit. Est-ce que les gars, les Arabes vont accepter un truc pareil? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas l'accepter. Parce que quand ils parlent de médiation internationale, dans leur tête, c'est déjà Paris. Puisque c'est Paris qui finance. Et vous voyez, les gars, ils sont juges partis dans l'affaire. C'est eux qui sont la source du problème. Donc, ils ne nous laissent pas d'autres opportunités que de leur faire la guerre. Et c'est pour cela que nous demandons aux décideurs de cette région-là. J'étais content avec l'initiative du président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les VDP, les volontaires de la défense de la patrie. Il faut muscler le jeu. Il faut recruter au maximum. Il faut tendre la main à l'Iran, à la Russie. À la Corée du Nord. Oui, même à la Corée, pour donner du muscle à notre défense. C'est seulement comme ça que nous allons nous en sortir. Vous ne pouvez pas, Steve Jocelyn Goss, bâtir votre masure au sommet de Mont Cameroun, qui est une montagne remplie d'or, de diamants, de coltan, de lithium, de tout ce que le monde du libre recherche. Et vous dites que vous allez vivre là comme dans une bulle, dans une arbre de paix. Non. Les chacals et les hyènes qui rôdent tout autour vont venir vous attaquer pour prendre possession de cette montagne. Donc la question de la défense en Afrique est une question capitale. Elle est aussi valable que la question de la souveraineté énergétique. Elle est aussi valable que la question de la souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas vous protéger si vous n'avez pas les armes et les capacités de votre protection. C'est ça l'enjeu central aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand je parle de contentieux historique, je ne parle pas que des accords de coopération, je parle aussi des bases militaires. Je pense aussi de cette culture-là, n'est-ce pas, l'AFD, l'Agence française de développement. Il faut balayer tout ça. On reprend à zéro, avec nos propres forces, avec nos propres directives, le cap qu'on se sera fixé, avec nos propres ambitions, et notre propre vision. Donc, cette médiation internationale ne veut absolument rien dire. Et ça montre, n'est-ce pas, les relations incestueuses qu'entretiennent ces brigands avec ces flibustiers internationaux. Ça montre le côté de voyous, d'escrocs, de bandits de cette prétendue communauté internationale. Et malheureusement, comme ils ont longtemps dominé les médias, on nous bassine les oreilles à longueur de journée avec ces faux concepts qui ne veulent absolument rien dire. Donc, je pense donc sincèrement que en éclairant, en nettoyant, n'est-ce pas, l'espace, on comprend effectivement les visées de tout cet agencement, toute cette organisation, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe au nord du Mali. Maintenant, est-ce que Mme Colonna a donné l'ordre à Abidjan d'attaquer le Mali par le sud pour que la prétendue Azawad attaque le Mali par le nord? Je fais des constructions dans ma tête parce que ma tête ne peut pas avoir que des cauchemars toute la nuit par rapport à la condition humaine de l'homme africain. Je me fais aussi. C'est-à-dire que il n'y a plus d'autocensure par rapport aux possibilités de ce dont ils sont capables de faire. L'histoire nous l'enseigne. Je me dis qu'il tente toujours. Et on verra. Et on verra bien. Merci à vous, Patient Parfait, nous d'avoir été des nôtres ce matin.
C'est moi qui vous remercie énormément. Je me remercie tous ceux qui nous regardent du côté de Banjok. C'est la capitale sucrière d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Apparemment, les échos me parviennent de ce côté-là. J'y serai dans 2 jours maximum pour célébrer, n'est-ce pas, avec mon jeune frère, sa volonté d'aller. Bon, avant, on se disait, il se met l'accord de couple, mais c'est pas ça. Il va convoler tout juste en juste noces, ou bien son épouse va convoler en juste noces avec lui, parce que bon, la vie est faite comme ça. En tant que le papa de la famille aujourd'hui, je serai là pour leur donner mes bénédictions. Ils vont justement sauter le pas avec courage. Et je pense que nous allons leur souhaiter... Sauter le pas avec courage. Oui. Souhaiter tout le bonheur du monde. Vous savez, le mariage, depuis le moment où il est scellé et conclu, est une chose à faire et non une chose déjà faite. Mesdames, messieurs, c'est sur cette note, avec beaucoup de sourire, que nous mettons la clé sur l'opération pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.